Cette vidéo à titre informatif sur les techniques d'athlétisme, de saut et la course est faite par les Kickens. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les techniques de saut en hauteur, sprint, saut en longueur et bloc de départ. Je vais d'abord vous parler des techniques de bloc de départ, ayant moi-même comme modèle. Avant d'entrer dans vos blocs, il est important que vous sachiez quelle est votre jambe forte en sprint. Une bonne technique pour trouver sa jambe forte, c'est de se laisser tomber en avant, puis la jambe qui va réagir en premier, ce sera votre jambe forte. Alors si on retourne à l'image précédente, on peut voir que notre jambe forte, c'est celle qui va aller en avant dans le bloc. Pour parvenir à ajuster vos blocs de départ, il faut que vous sachiez comment ceux-ci fonctionnent. Leur fonctionnement est assez simple. Il faut seulement retenir 3 choses en ce qui concerne les blocs de départ. D'abord, les encoches qui sont pointées par la ligne rouge nous servent à distancer les étriers de la ligne de départ. Ceux-ci sont assez simples à ajuster. Il faut tout simplement calculer 2 de vos pas entre le premier étrier, qui est celui de votre jambe forte, jusqu'à la ligne de départ, tandis qu'avec votre jambe faible, ça va être 3 de vos pas. Les encoches qui sont situées derrière vos étriers, eux, servent à ajuster l'angle de vos étriers. Puis, plus l'angle est grand, plus votre force lorsque vous allez pousser sur eux vont être grandes. Ce qui n'est pas nécessairement bon lorsque l'angle est trop grand, puisque ça rajoute du déséquilibre à votre position. Pour les deux différents types d'encoches, il est tout à fait approprié de les changer d'une encoche ou deux si vous vous sentez mal à l'aise dans ceux-ci et ressentez un trop grand déséquilibre. Mais un petit déséquilibre est parfaitement correct. Même que les encoches situées derrière vos étriers peuvent être différents l'un de l'autre. Par exemple, celui de votre jambe forte qui serait en avant pourrait être ajusté à la première encoche, tandis que celle de votre jambe plus faible en arrière pourrait être située à la troisième encoche, par exemple. La troisième chose importante à retenir sur les blocs de départ, c'est leur emplacement lors d'un départ. Par exemple, dans un 100 mètres, vos blocs vont être ajustés en ligne droite selon la piste, tandis que si vous faites un 200 mètres ou un 400 mètres, il n'y a pas l'espace nécessaire pour faire une bonne accélération. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre le bloc en angle pour avoir une ligne droite la plus longue possible pour exercer une accélération assez grande. C'est pour ça que l'on dit que les blocs situés à l'intérieur puis à l'extérieur sont plus désavantageux, donc ceux-là au milieu sont plus avantageux, puisque lorsqu'on commence à l'intérieur, on n'a pas beaucoup d'espace pour faire notre accélération, tandis que lorsqu'on est dans un couloir à l'extérieur, lorsque le coureur sort de son départ, il n'y a personne devant lui pour le motiver à courir plus vite. Maintenant, je vais vous expliquer comment on se place avant le départ en bloc. Donc, évidemment, vous allez avoir l'opportunité de placer correctement vos blocs. Puis ensuite, vous allez avoir une accélération d'essai pour voir si vos blocs sont bien placés. Puis, ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'après, il faut se placer absolument derrière son bloc, pas à côté ou à droite. Maintenant, je vais vous expliquer comment agir lorsque le « à vos marques » sera annoncé. Donc, premièrement, il est très important d'apporter ses mains loin en avant, puisque lorsqu'on fait ça, ça va nous permettre de bien planter nos pieds dans les blocs, puisque sinon, qu'est-ce que le monde fait souvent, c'est directement rentrer leurs pieds dans les blocs, puis ça rend mal les spikes, ce qui est vraiment désavantageux lors du départ. Ensuite, vous allez placer vos mains à la ligne de départ, pas plus loin, pas dessus, vraiment juste derrière, à côté sur la ligne, parce que sinon ils peuvent vous disqualifier ou faire recommencer le départ à tout le monde. Ensuite, il est très important d'avancer ses épaules jusqu'à la ligne, puisque lorsque vous allez monter vos hanches par la suite, vous allez avoir une meilleure tension dans votre corps, ce qui va vous avantager lors du départ. Maintenant, je vais vous expliquer comment agir lorsque le prêt est annoncé. Tout d'abord, on fait tout simplement lever les hanches. On voit ici que mes épaules ont un peu avancé, c'est pas optimal. On voudrait que les épaules restent au niveau de la ligne. Puis aussi, c'est justement ça, il ne faut pas que le corps bouge au complet, c'est juste les hanches qui sont censées monter. C'est aussi le moment parfait pour tester si vous avez une bonne tension dans vos blocs.
C'est vraiment simple comme test. Vous avez juste besoin de demander à quelqu'un qui pousse sur vos pieds, derrière, la petite partie qui dépasse là, de votre talon. Puis si la personne sent que c'est difficile quand même pousser, ça veut dire que vous avez une bonne tension. Ou sinon, vous avez tout simplement à avancer vos blocs pour créer une plus grande tension ou monter l'angle de vos blocs. Une autre chose importante à se dire à ce moment-là, c'est si on est en déséquilibre, puisqu'il faut un peu de déséquilibre lors du départ pour bien tomber sur nos blocs pour avoir une meilleure poussée sur ceux-ci. Puis aussi savoir si on est confortable dans nos blocs. Donc encore, il faut du déséquilibre, mais toujours être à l'aise. Maintenant, je vais vous expliquer comment agir lors du coup de fusil qui annonce le départ. Ce qui est vraiment important à retenir à ce moment-là, c'est que la main, qui est du même côté que notre jambe forte, elle va aller chercher le plus loin possible, comme si elle allait chercher une pomme dans un arbre. Puis ça, c'est pour qu'on pousse le plus possible sur notre bloc. Puis comme vous remarquez, ça fait comme si on avait comme un long bâton qui faisait tout notre corps. Puis c'est vraiment cette position-là qu'on veut avoir. Tandis qu'avec l'autre jambe, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'elle ait un angle de 90 degrés approximativement, puis qu'elle aille chercher le plus loin possible. Ensuite, il est important d'être en fréquence, mais le tout sera répété dans l'accélération. Alors, un petit récapitulatif de qu'est-ce qu'il faut faire au départ. On veut d'abord chercher ses mains loin en avant pour bien planter nos pieds dans les blocs. Par la suite, on va porter ses mains bien à la ligne de départ. Pas dessus, pas à côté, vraiment derrière, mais très proche. Ensuite, on avance ses épaules pour garder la tension dans le corps lorsqu'on va monter. Puis ensuite, on fait tout simplement monter les hanches vers le haut. Puis ensuite, on s'élance en allant chercher le plus loin possible. Maintenant, je vais vous parler des techniques de sprint ayant comme modèle Carl Picard. Donc le sprint est divisé en deux phases, l'accélération, puis la section de simplement sprint, donc le moment où on atteint notre vitesse maximale. Alors, une accélération, c'est un peu comme un mouvement d'avion. On commence penché très bas, puis on monte graduellement, comme un avion monte graduellement lorsqu'il fait son départ sur la piste. Puis, rendu en haut, c'est comme si nous, on avait le corps droit. Donc, c'est vraiment un mouvement graduel comme l'avion il fait pour monter. Aussi, il est important de savoir que lorsqu'on fait notre accélération, il faut être en fréquence pour atteindre notre vitesse maximale le plus rapidement possible, mais ça va quand même prendre environ 30 mètres si vous le faites correctement dans un 100 mètres. Mais aussi, rendu en haut, il est important d'agrandir ses foulées, puis en d'autres mots, nos pas, pour garder notre vitesse mais pas perdre autant d'énergie. Si on retourne au schéma qu'on a observé plus tôt, on peut vraiment voir que l'accélération va être différente partout. Comme au 400 mètres puis au 200 mètres, c'est des petites accélérations. Tandis qu'au 100 mètres, qui est la ligne du bas, ça peut être une accélération sur 30 mètres même, qui est vraiment plus long qu'en 400 ou en 200, qui peut être de seulement 10 mètres ou même moins que ça. Alors c'est vraiment important à retenir que on veut faire comme le mouvement d'un avion, mais c'est pas tout le temps possible lorsqu'on commence dans une courbe en 200 mètres ou en 400 mètres. Une autre chose importante à ajouter sur l'accélération, c'est que dans des longues courses telles que les 400 mètres puis le 200 mètres, il peut y avoir plus qu'une accélération. Comme en 400 mètres, il y a celle au départ de la courbe, une après la courbe, puis une après la deuxième courbe encore. La différence, c'est que dans ces accélérations-là, on n'a pas besoin de se repencher, puisqu'on est déjà monté. Donc, si on se repenche, on va juste ralentir. Donc, il faut faire bouger nos bras plus rapidement, parce que lorsqu'on bouge nos bras rapidement, nos jambes vont suivre. Donc, on va réaccélérer juste en bougeant nos bras rapidement. Alors, si on regarde Carl Picard qui est en train de faire un 60 mètres ici, on peut voir que dans son 60 mètres, lorsqu'il départ, il commence vraiment penché, comme on a parlé avec l'avion. Puis ensuite, on voit que sa tête puis son corps montent un peu. Puis les deux ensemble, vraiment, on veut que ce soit tout le temps comme une barre, la tête puis le corps. Puis ça monte graduellement. Puis vous voyez, il est toujours pas monté au complet, là. Puis juste ici, il commence à être grand au complet. Donc ça lui a pris
environ la moitié de la course de 60 mètres juste arriver à sa hauteur maximale. Pour la technique de la jambe, il y a 4 différentes étapes ou mouvements qui vont vous aider à comprendre comment le mouvement fonctionne essentiellement. Alors le mouvement commence avec un genou, suivi d'un atterrissage à terre, suivi d'une poussée en arrière, puis finalement on revient en talon-fesse pour tourner en genou. Donc si on regarde la jambe droite de Carl Picard, on voit qu'en premier il commence justement avec ce mouvement-là de genou, avec un genou à 90 degrés, suivi d'un atterrissage à terre avec cette même jambe-là. Puis ensuite, il va aller pousser le plus loin possible en arrière avec la même jambe. Puis, comme dernier mouvement, il va revenir en talon-fesse. Puis, il faut oublier que le genou reste devant habituellement en talon-fesse. Puis que le pied vient rejoindre la fesse. En ce qui concerne les mouvements de l'autre jambe, c'est essentiellement le mouvement contraire à l'autre mouvement. Donc, si on prend le genou haut, ce serait la poussée arrière. Si on prend le talon-fesse, ce serait l'atterrissage à terre. Un autre aspect important à se rappeler, c'est qu'entre la poussée arrière puis le talon-fesse, la position du pied va jamais derrière la fesse, mais elle reste tout le temps en dessous de la fesse, parce qu'on ne veut pas que notre jambe roule lorsqu'on est en train de courir. Le mouvement du bras peut facilement être représenté par des analogies. Lorsqu'elle est à l'extrémité en haut, c'est comme si tu tenais un micro dans tes mains. Puis, lorsqu'elle arrive à la hanche, c'est comme si on allait prendre un cellulaire dans sa poche ou quelque chose comme ça. En ce qui concerne la synchronisation du mouvement, c'est assez simple. Vous avez juste à associer le rouge avec le rouge puis le bleu avec le bleu. Donc, lorsqu'on vient porter son bras loin en avant, la même jambe sera loin en arrière. Tandis que lorsqu'on vient porter notre bras à notre hanche, c'est que notre jambe du même côté va être dans la phase de genou. Dans les deux autres mouvements, les bras sont tout simplement entre deux. Une autre chose très importante à mentionner lors du mouvement des bras, c'est que lors de celui-ci, les bras sont toujours placés dans un angle de 90 degrés. Alors si vous observez un des bras, vous pouvez absolument voir ça. Alors si on regarde Carl Picard ici, on peut voir que lorsqu'il est le genou haut, sa main du même côté en arrière, à son extrémité cherchant la hanche. Dans le mouvement d'atterrissage, les bras sont dans un entre-deux. Ensuite, lorsqu'il est en extension en arrière, son bras vient chercher en avant, au niveau comme un micro. Puis ensuite, c'est encore un autre mouvement de entre-deux lorsqu'il est au talon-fesse. Une autre chose que je voulais qu'on analyse sur cette course-là, c'est l'axe des bras dans la course. Comme on peut voir, Carl, lui, il a vraiment les bras qui vont dans un axe droit devant, tandis que la personne qui était dans le corridor 1, comme on pouvait voir, ses bras allaient vers l'intérieur, ce qui est vraiment pas optimal dans une course puisque ça nous fait perdre de la vitesse. Un autre détail important à retenir de cette course, c'est que lorsqu'on arrive en haut de notre course, puis qu'on est rendu grand, il faut s'imaginer être le plus grand possible, puisque nos foulées vont agrandir. Puis aussi, si on est penché, on va être recroquevillé sur nous-mêmes, puis on va perdre de la vitesse. Puis c'est pour la même raison qu'il faut regarder loin devant nous. Le dernier détail important à expliquer sur la course, c'est la position de nos pieds. Donc à terre, vous ne voulez pas que le talon touche le sol, puis vous voulez vraiment que l'atterrissage de votre pied soit dynamique. Puis c'est pour ça que j'ai mis comme des ressorts, puisque ça fait comme une trampoline lorsque vous atterrissez. Puis ça c'est pour vraiment pousser efficacement sur le sol, puis avoir un mouvement dynamique puis puissant. Tandis que pendant tout le reste du mouvement, vous voulez avoir les orteils pointés vers le haut, puisque lorsque vous allez faire le genou haut, ça va vous aider à monter encore plus haut votre genou. Puis aussi, vous allez déjà être dans la position lorsque vous allez atterrir sur la pointe des pieds. Donc, c'est la manière optimale de placer ses pieds pendant une course. Maintenant, je vais vous discuter des techniques de saut en longueur ayant comme modèle Édouard Robidoux. Je vais d'abord vous expliquer comment faire une bonne course d'élan,
Puis par la suite, je vais vous expliquer comment faire le saut d'une manière appropriée. Lorsque vous faites votre course d'élan au saut en longueur, c'est tout le temps habituellement entre 8 et 12 pas. Dans ce cas-ci, Edouard il en fait 10. Mais lorsque vous allez devenir plus avancé, vous pourrez en rajouter pour avoir une accélération plus longue. Pour calculer la distance que vous avez à parcourir lors de vos 8 à 12 pas, c'est vraiment facile, vous allez tout simplement faire le parcours mais à l'envers. Alors une station de saut en longueur ressemble habituellement à ceci, puis là où il y a la barre rouge ici à l'écran, c'est en fait la place où il y a la marge où vous devez sauter. Puis si on regarde de plus proche, il est divisé en deux sections. La partie brune représente la place où vous pouvez sauter. Puis si vous touchez la partie en rouge, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on dit que vous avez mordu, puis votre saut va être disqualifié. Lors de votre saut, la distance parcourue sera calculée à partir de où vous allez atterrir, donc le point rouge, jusqu'au début de la marge rouge qui dit que vous allez être disqualifié. Donc c'est à partir de cette marge rouge-là que vous allez déterminer vos pas en partant du début de celle-ci, puis en faisant ensuite vos 8 à 12 pas, parce que vous voulez vous rendre le plus proche possible du début de la ligne rouge, sans y toucher lorsque vous allez sauter. Une autre chose importante à rajouter avec la course d'élan, c'est qu'il faut vraiment qu'elle soit constante, donc faites-la 2 ou 3 fois pour être sûr qu'elle le soit. Alors si on regarde Édouard Robidoux ici, on peut voir que lorsqu'il fait ses 6 premières foulées, il va faire ce qu'on appelle des foulées bondissantes, en d'autres mots, des très grandes foulées. Donc il va beaucoup pousser en arrière, et ce pour gagner beaucoup de vitesse. Puis par la suite, il va tout simplement garder cette vitesse-là en fréquence pour arriver à la bonne position lors de son saut. Une autre chose qui est importante à analyser sur les vidéos d'Edouard Bidou, c'est que, contrairement au sprint, il ne se penche complètement aucunement lors de son accélération. Puis ça, c'est pour que lorsque vous faites votre course, vous restez tout le temps le plus grand possible pour que lorsque vous arrivez sur la marge rouge, vous n'allez pas vous recroqueviller puis tomber sur vous-même lors du saut. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder loin devant soi. Puis c'est aussi important que lorsque vous arrivez à la marge du saut, la bande rouge, en d'autres mots, vous devez être complètement droit comme une barre pour ne pas tomber en arrière ou en avant lors de votre saut. Un autre détail important, c'est qu'on veut commencer avec notre jambe forte en avant, notre course, comme au sprint, puisque ça va être la même jambe qui va arriver à la fin pour faire le saut, puis c'est cette jambe-là qui va avoir le plus de force à l'intérieur. En ce qui concerne la section du saut, comme on peut voir Edouard ici, lorsqu'on arrive, on veut vraiment être comme une barre droite, puis on veut toujours regarder loin vers l'avant, comme je vous ai mentionné plus tôt. Mais aussi, on veut vraiment pousser plus d'une manière verticale qu'une manière horizontale, parce qu'on aurait déjà gagné beaucoup de momentum horizontal lors de notre course. Si on continue, on peut voir qu'ici, Edouard est rendu dans une position de fente. C'est vraiment important de rester longtemps dans cette position de fente-là, parce que si on revient sur soi-même trop rapidement, comme Edouard le fait ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on brise tout notre momentum, puis ça nous fait retomber plus rapidement sur le matelas, donc on perd de la distance. Donc on veut rester en fente vraiment plus longtemps qu'il l'est resté. Alors si on regarde le visionnement pour une deuxième fois, qu'est-ce qu'on veut retenir? C'est vraiment rester droit lorsqu'on est sur la marge rouge, regarder loin devant soi, rester en fente le plus longtemps possible, puis se recroqueviller sur soi-même à la dernière seconde. Maintenant, je vais vous parler des techniques de saut en hauteur ayant pour modèle Diego Merisier-Ortiz. Comme le saut en longueur, le saut en hauteur est divisé en deux parties, la course d'élan, puis le saut lui-même. En ce qui concerne la course d'élan du saut en hauteur, votre jambe forte se situera à l'opposé de la barre lorsque vous vous rapprocherez de celle-ci. Comme ici, on peut voir Diego, dont sa jambe forte, c'est la gauche, puis elle est située à l'opposé du côté de la barre. Aussi, comme avec le saut en longueur, vous allez partir avec votre jambe forte et finir avec votre jambe forte la course d'élan. De plus, le parcours fait lors de cette accélération est en une genre de forme de J,
Donc vous allez commencer vraiment en ligne droite, puis vers la fin, vous allez vraiment tourner secement vers la barre pour faire votre saut. Encore une fois, vous devriez avoir approximativement 8 ou 10 foulées lors de votre course d'élan. De plus, comme on peut voir Diego ici, c'est seulement votre jambe forte qui va sauter, puis aussi l'autre genou qui sera monté en genou haut va être dirigé vers la poutre contraire. Alors si on regarde l'accélération de Diego, on peut voir qu'il fait encore les mêmes pas que lorsque je vous expliquais les sauts en longueur, c'est-à-dire qu'il fait des foulées bondissantes pour gagner beaucoup d'accélération. Ici, on peut aussi voir que Diego fait un peu moins de pas que je vous suggère de faire, mais ça ne dérange point parce il accélère vraiment beaucoup lors de ces 6 pas-là, ce qui est assez suffisant pour exécuter son saut. Et, comme je vous ai expliqué plus tôt, son genou pointe la poutre opposée. Pour ceux qui se demandent c'est quoi ce saut-là, ça s'appelle un saut ciseau, puis on l'utilise pour pratiquer sa course d'élan. Mais vous devez aussi faire le même test qu'avec le saut en longueur, c'est-à-dire faire la course à l'envers pour être sûr d'avoir une course constante lorsque vous faites votre course d'élan. De plus, lors de votre course, vous voulez rester grand, puis lors de votre dernier pas, vous voulez arriver de la manière la plus droite possible, comme un bâton. Comme avec le saut en longueur, vous voulez employer tout le momentum accumulé lors de votre course d'élan et l'utiliser dans un sens vertical pour vous pousser le plus possible vers le haut en vous aidant avec vos mains et en forçant le plus possible avec votre jambe forte. Comme vous pouvez le voir ici, Diego dirige tout son corps à l'aide du bras situé proche de la barre en le pointant vers le haut et en le faisant suivre le mouvement nécessaire. Aussi, il arque le dos vers l'arrière pour parvenir à éviter la barre. Il est important que le dos reste arqué vraiment longtemps vers l'arrière, puisque sinon, comme ici, vous allez accrocher la barre, comme Diego l'a fait. Merci pour votre écoute et j'espère que cette vidéo éducative vous aidera à l'avenir en ce qui concerne les techniques de bloc de départ ainsi que le sprint, mais aussi avec les techniques de saut en longueur et de saut en hauteur. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont rendu cette vidéo possible, c'est-à-dire toutes mes personnes ressources ainsi que mes modèles pour cette vidéo. Sans oublier mon superviseur, M. Serge Davignon.